Pour saisir pourquoi la Chine dispose d'une avance si nette, il faut se poser une question simple, presque dérangeante. Pourquoi ces technologies sont-elles déjà banales là-bas alors qu'elles restent exceptionnelles ici? La réponse n'a rien à voir avec une supposée supériorité intellectuelle ou un prétendu déclin européen. Elle tient en un mot, vision. En Chine, l'automobile n'est plus conçue comme une machine que l'on perfectionne lentement, mais comme un objet technologique à part entière, au même titre qu'un smartphone ou un ordinateur. Penser une voiture ainsi change tout. On avance vite, on met à jour souvent, on écoute les utilisateurs, on corrige et on itère sans relâche. Les innovations ne restent pas coincées dans des présentations PowerPoint, elles arrivent en production et s'installent dans la vie réelle. Entrer dans une voiture chinoise moderne, ce n'est pas seulement changer de marque, c'est franchir une frontière temporelle, quitter une époque pour en rejoindre une autre. Le choc apparaît dès que l'on s'installe à bord, et il commence par l'intérieur. La porte s'ouvre, on prend place, et une évidence s'impose. Il ne s'agit plus d'un simple poste de conduite, mais d'un espace numérique en mouvement. Le cockpit ressemble à un salon connecté, fluide, lumineux, intuitif. Les écrans sont omniprésents, mais pas comme des gadgets décoratifs. Larges, clairs, rapides, intégrés de façon cohérente. Écran central panoramique, affichage derrière le volant, projection tête haute complète, parfois même un écran dédié aux passagers. Tout est pensé pour interagir sans effort. Mais la véritable rupture ne réside ni dans la taille, ni dans le nombre d'écrans, mais dans leur comportement. Dans de nombreuses voitures européennes, même récentes, l'écran hésite, impose une latence, transforme chaque action simple en micro-frustration. On appuie, on attend, on navigue dans des sous-menus inutiles. En Chine, l'approche est radicalement différente. Les interfaces sont fluides, instantanées, aussi réactives qu'un smartphone haut de gamme. 2 gestes suffisent pour régler la climatisation, un seul pour changer de musique, presque un regard pour lancer la navigation. La voiture ne demande plus à l'utilisateur de s'adapter à sa logique. C'est elle qui s'adapte à l'humain. Et à cet instant précis, quelque chose se fissure dans l'ordre établi. Pendant des décennies, le segment premium européen a fonctionné comme une forteresse. BMW, Mercedes, Volvo, Lexus incarnaient une promesse globale. Sérénité, fiabilité, image, valeur de revente, réseau, service. On n'achetait pas seulement une voiture, on achetait un système de confiance. Puis la Chine est entrée dans l'équation, non pas timidement, mais frontalement. Et une question longtemps impensable commence à s'imposer. Lorsque ces acteurs chinois arriveront réellement en Europe, confrontés aux usages et exigences locales, resteront-ils imbattables ? Ou leur promesse se fragilisera-t-elle face à la réalité? Pour répondre, il faut examiner les faits sans détour, en commençant par l'exemple le plus spectaculaire, presque excessif, celui qui sert de vitrine et de manifeste, l'IM-LS7. Ce n'est pas un simple modèle de plus, mais un concept car refusant de rester sage. Ce n'est ni un SUV familial classique, ni un véhicule consensuel, mais un grand 5 places premium conçu pour défier Tesla, BMW, Mercedes et même Porsche. Dès le premier regard, l'objet perturbe. Le pare-brise panoramique s'étire au-dessus de l'habitacle, effaçant la frontière entre intérieur et extérieur. La face avant, pleine, renonce à toute calandre traditionnelle, tandis que les phares numériques projettent des symboles lumineux au sol. Spectaculaire, presque théâtral, mais une limite apparaît. En Europe, tout n'est pas encore exploitable, et le futur doit parfois attendre face aux contraintes d'homologation. Sous la carrosserie, la fiche technique impressionne. Architecture électrique moderne, double motorisation, puissance massive, performance digne d'un SUV sportif de référence. À l'intérieur, la démonstration continue. Écran panoramique géant, sièges sculpturaux, matériaux flatteurs. Tout est conçu pour impressionner. Mais une question demeure. Silencieuse, presque inconfortable. Comment cet ensemble vieillira-t-il dans plusieurs années sur les routes européennes, loin de l'effet nouveauté? Et lorsque la réalité économique s'invite, le regard change encore. Importé, taxé, homologué, le tarif grimpe, et à ce niveau, les références européennes retrouvent leur logique rationnelle. Réseau éprouvé, valeur de revente connue, service après-vente structuré. L'IM-LS7 révèle alors sa véritable nature. Vitrine technologique fascinante, pari audacieux, plus qu'un choix évident. Mais la véritable stratégie chinoise ne réside pas uniquement dans ces démonstrations spectaculaires. Le danger réel est ailleurs, dans des véhicules pensés non pas pour impressionner, mais pour convaincre. Le Geely Galaxy L9 en est l'exemple parfait. Ici, le luxe se fait feutrer, enveloppant, presque apaisant. L'influence de Volvo est omniprésente et ce n'est pas un hasard. Geely comprend intimement les attentes européennes. Sur la route, le Galaxy L9 ne cherche pas la performance brute. Il glisse, il rassure, il enveloppe.
À bord, tout est fluide, rapide, lisible. Mais le choc véritable se révèle à l'arrière. Des sièges pensés pour le confort absolu, combinant chauffage, ventilation et massage, transformant chaque trajet en expérience. Et pourtant, la limite demeure. À ce niveau de prix, les références historiques sont présentes, connues, rassurantes. Le produit chinois ne remplace pas encore, il défie. Et c'est déjà immense. Derrière ces modèles se cache le fossé le plus profond, celui que peu perçoivent encore. Le logiciel devient plus important que le moteur. En Chine, le logiciel est le cœur de la voiture. La mécanique s'organise autour. Les mises à jour arrivent après l'achat, les fonctions évoluent, les défauts disparaissent, exactement comme sur un smartphone. Et l'intelligence artificielle transforme radicalement l'expérience. L'assistant vocal n'est plus un gadget, mais un véritable interlocuteur. On parle naturellement, la voiture comprend, on dit qu'on a froid, elle ajuste, on dit qu'on veut rentrer, elle lance l'itinéraire, adapte l'ambiance, baisse la musique, sans phrases rigides, sans commandes artificielles, nourrie par des millions d'utilisateurs réels. Alors, la question devient inévitable. Pourquoi cela est-il normal là-bas et encore exceptionnel ici? Ce qui vient d'être décrit n'appartient pas au futur, c'est le présent. Et l'on n'a même pas encore abordé la conduite assistée, la gestion énergétique, la qualité perçue ou les comparaisons directes avec les références européennes. Tout cela viendra ensuite. Pour l'instant, il suffit de se demander quelle technologie t'a le plus surpris jusqu'ici et de comprendre une chose essentielle. Certaines marques européennes commencent déjà à regarder cette réalité en face, même si elles n'osent pas encore le dire à voix haute. La voiture qui te connaît mieux que toi ne relève plus de la science-fiction, ni même de l'anticipation optimiste. Elle existe déjà, elle roule, elle observe, elle apprend. Et si tu devais retenir une seule différence fondamentale entre les voitures chinoises actuelles et la majorité des voitures européennes, ce serait celle-ci, simple en apparence, mais radicale dans ses conséquences. La voiture chinoise apprend là où la voiture européenne exécute. Cette nuance, presque invisible sur une fiche technique, change pourtant absolument tout. Elle transforme la relation entre l'humain et la machine, elle redéfinit l'usage quotidien. Elle fait basculer l'automobile d'un objet programmé vers un compagnon adaptatif. La Chine dispose pour cela d'un avantage que peu de pays peuvent réellement appréhender à notre échelle européenne. Un marché gigantesque, presque démesuré. Des millions de voitures vendues chaque année, des millions de conducteurs différents, des milliards de kilomètres parcourus dans des conditions réelles, variées, parfois extrêmes. Cette masse colossale de données nourrit les systèmes d'intelligence artificielle à une vitesse que l'Europe ne peut tout simplement pas égaler. Pas dans des laboratoires fermés, pas sur des pistes d'essai idéales, mais dans la vraie vie, imparfaite, imprévisible, quotidienne. La voiture observe, analyse, mémorise. Elle apprend à quelle heure tu pars travailler, quel style de musique tu écoutes le matin, comment tu règles la climatisation en plein été, à quel moment précis tu baisses le volume, la manière dont tu accélères, celle dont tu freines. Et au bout d'un certain temps, presque sans que tu t'en rendes compte, elle cesse d'attendre tes ordres. À cet instant, on ne parle plus vraiment de voiture connectée. Ce terme est déjà dépassé, presque archaïque. On parle de voiture adaptative. Si tu pars tous les jours à la même heure, l'habitacle se prépare avant même que tu n'ouvres la porte. Si tu écoutes toujours le même type de musique en rentrant chez toi, elle l'anticipe. Si tu préfères une ambiance lumineuse particulière le soir, elle l'active automatiquement, sans menu à parcourir, sans réglage manuel, sans effort conscient. Et alors une question s'impose, simple mais dérangeante. Est-ce encore une option ou est-ce déjà une évidence à laquelle nous ne sommes pas encore habitués? Dans certaines voitures chinoises, cette logique va encore plus loin. Tu n'as même plus besoin de dire qui tu es. La voiture te reconnaît. Grâce à une caméra intérieure, à une clé numérique ou à un profil utilisateur intelligent, ton identité est perçue dès l'instant où tu montes à bord. Le siège se règle, les rétroviseurs s'ajustent, la climatisation adopte ta température idéale, l'éclairage d'ambiance reprend ton atmosphère habituelle, les écrans affichent tes informations. Tu n'as rien touché, rien demandé. La voiture s'est adaptée à toi, naturellement, presque silencieusement. En Europe, ce type de technologie existe déjà, mais souvent réservé à des modèles très haut de gamme, souvent dissimulés derrière des options coûteuses, parfois à des tarifs qui font hésiter même les acheteurs les plus convaincus. En Chine, ces fonctions arrivent plus tôt, sur des voitures bien plus accessibles, et c'est là que la relation conducteur-voiture bascule véritablement. Mais c'est lorsque l'on quitte le confort de l'habitacle pour passer à la conduite réelle que le doute disparaît complètement.
Certaines fonctions, longtemps perçues comme des gadgets, impressionnent même les plus sceptiques. Le stationnement automatique en est l'exemple parfait. Ici, il ne s'agit plus d'un système hésitant, lent ou approximatif. Sur certains modèles chinois, la voiture analyse son environnement grâce à un réseau dense de caméras haute définition, de radars et de capteurs disposés tout autour de la carrosserie. Elle se glisse dans des espaces étroits avec une précision presque troublante. Mais le véritable choc ne réside même pas dans cette manœuvre. Dans certains cas, tu descends de la voiture, tu actives la fonction depuis ton téléphone et la voiture se gare seule. Sans toi, sans stress, sans tâtonnement. Ce n'est ni un prototype, ni une démonstration marketing soigneusement filmée, ni une promesse repoussée à demain. C'est déjà fonctionnel, déjà utilisé, déjà banal ailleurs. Alors la question devient inévitable. Pourquoi cela est-il encore perçu comme futuriste chez nous, alors que c'est déjà intégré au quotidien là-bas? Et le stationnement n'est qu'une pièce du puzzle. Les voitures chinoises intègrent également des aides avancées au maintien dans la voie, un freinage d'urgence extrêmement réactif, une gestion intelligente des embouteillages. Dans un trafic dense, la voiture accélère seule, freine seule, maintient la distance, lisse les à-coups. Le but n'est pas encore l'autonomie totale, mais une chose est claire, la conduite devient plus reposante, plus fluide, moins fatigante. Et après y avoir goûté, revenir en arrière devient étonnamment difficile, presque frustrant. Toute cette intelligence repose pourtant sur un élément clé, souvent invisible aux yeux du conducteur. La batterie. Aujourd'hui, la Chine est tout simplement le leader mondial dans ce domaine, non pas par hasard, mais parce qu'elle maîtrise presque toute la chaîne, de l'extraction des matières premières à la fabrication, jusqu'au logiciel de gestion et au recyclage. Ce contrôle global permet de réduire les coûts, d'innover plus vite, de tester davantage, de corriger plus rapidement. Certaines voitures chinoises proposent déjà des recharges très rapides, mais la véritable révolution ne se situe pas uniquement dans la vitesse. Elle se cache dans les logiciels de gestion, capables d'optimiser la température, d'équilibrer la charge, de limiter l'usure et de prolonger la durée de vie réelle de la batterie. Le résultat est concret. Moins de perte d'autonomie, plus de fiabilité, une expérience nettement plus rassurante. Et une fois encore, la même question revient, lancinante. Pourquoi ces technologies sont-elles déjà standardisées là-bas alors qu'elles sont encore débattues ici? En Europe, le débat commence à peine et c'est précisément là que le vrai dilemme apparaît. Car toutes les voitures chinoises ne jouent pas le même jeu. Certaines cherchent à impressionner, d'autres à rassurer. Et l'une d'entre elles, en particulier, change profondément la perception. Le Lynk & Co 09. Ici, le récit bascule. Ce modèle ne surgit pas de nulle part, il repose sur l'architecture du groupe Geely, la même base que celle utilisée par le Volvo XC90. À partir de là, tout devient plus concret, plus tangible. Le design est assumé, radical à l'avant, sombre, clivant, mais de profil, les proportions sont justes, équilibrées, profondément européennes. À l'arrière, la signature lumineuse affirme une identité forte, sans chercher l'excès. Sous la carrosserie, la mécanique rassure immédiatement. Hybridation rechargeable, moteur 4 cylindres 2 litres turbo, puissance élevée, performance solide. Et surtout, une vraie boîte automatique, sans transmission artificielle, sans sensation étrange. La conduite est naturelle, engageante. Le châssis inspire confiance, stable, précis. Côté sécurité, on retrouve le niveau Volvo, non pas dans le discours, mais dans les faits. Et puis vient le moment décisif, celui du prix. En France, le Lynk & Co 09 se positionne clairement en dessous d'un Volvo XC90 équivalent. L'écart est réel, palpable. Pour la première fois, une voiture chinoise devient une alternative crédible. Pas une curiosité exotique, pas un pari extravagant, mais un véritable choix. Un choix d'initié peut-être, mais surtout un choix rationnel. Et pourtant, ce n'est encore qu'un début. Car désormais, la comparaison peut se faire sans détour. Modèle contre modèle, technologie contre technologie, promesse contre réalité. La vitesse que l'Europe ne voit pas venir n'est pas dans le moteur, ni dans la carrosserie, ni dans le luxe ostentatoire. Elle se cache dans l'invisible, dans ce détail que beaucoup sous-estiment encore, les mises à jour à distance. De plus en plus de voitures chinoises fonctionnent désormais exactement comme un smartphone. Elles reçoivent des mises à jour régulières, sans passer par le garage, sans immobiliser le véhicule, sans rendez-vous compliqué. Et ces mises à jour ne se contentent pas de corriger quelques bugs mineurs. Elles optimisent les performances, améliorent l'autonomie, affinent les aides à la conduite, ajoutent de nouvelles fonctionnalités, transforment profondément l'expérience quotidienne. La voiture ne se fige plus le jour de l'achat. Elle continue d'évoluer, de s'améliorer, de s'adapter à son propriétaire.
Ce changement de paradigme est radical. Pendant des décennies, acheter une voiture signifiait une chose simple. Le jour où l'on quitte la concession, le produit est à son maximum, et tout ce qui suit n'est que vieillissement, usure, perte graduelle de valeur. Aujourd'hui, la logique est inversée. La voiture que tu achètes aujourd'hui n'est pas celle que tu conduiras dans 2 ans. Elle sera plus intelligente, plus fluide, mieux optimisée, parfois même plus performante. En Europe, cette logique commence à apparaître timidement, souvent limitée, parfois bridée, rarement centrale dans la stratégie des constructeurs. En Chine, c'est exactement l'inverse. Les mises à jour à distance ne sont pas un supplément, elles sont le cœur du produit. Pourquoi la Chine est-elle allée aussi vite? Pourquoi ce décalage impressionnant? Les raisons sont multiples et s'additionnent. La première, c'est le marché. Des millions de voitures vendues chaque année, une concurrence féroce, brutale, sans concession. Si l'innovation n'est pas constante, l'entreprise disparaît. Il n'y a ni rente, ni nostalgie, ni statut acquis. La deuxième raison est culturelle. L'intelligence artificielle. Le logiciel n'est pas un argument marketing ajouté à la fin. Il est le cœur de la voiture, parfois plus important que le moteur. La troisième raison est la vitesse d'exécution. Là où certaines marques européennes testent, valident et lancent avec prudence, les constructeurs chinois expérimentent vite, corrigent immédiatement, déploient massivement. Ils acceptent l'échec et apprennent plus vite, et dans le monde de la technologie, la vitesse compte souvent plus que la perfection. Aujourd'hui, le constat est clair. Les voitures chinoises ne sont plus simplement des véhicules moins chers. Ce sont des automobiles technologiquement avancées, connectées, intelligentes, personnalisées, offrant déjà une vision très concrète de l'avenir de l'automobile. La vraie question n'est plus de savoir si ces technologies arriveront en Europe, mais quand et surtout à quelle vitesse. Pour saisir l'étendue de cette logique, il faut regarder ce que la Chine est capable de produire quand elle ne cherche plus à rassurer, mais à démontrer, à provoquer, à poser un jalon. C'est là qu'intervient le Yangwang U8. Il est chinois, il porte un nom encore inconnu de beaucoup, mais il ne laisse personne indifférent. Yangwang est la division ultra-luxe de BYD. U8 n'est pas simplement une voiture, c'est une déclaration. Carré, massif, intimidant, ce véhicule évoque davantage un engin militaire qu'un SUV civil, un tank légal sur roues. Sous cette carrosserie imposante se cache une démesure totale. 4 moteurs indépendants, un par roue, une puissance ahurissante, des accélérations dignes d'une supercar, et tout cela dans un véhicule de plusieurs tonnes. Mais le monde n'a réellement commencé à comprendre l'U8 que lorsqu'il a découvert sa capacité à pivoter sur place, à effectuer une rotation complète comme un char, et surtout cette fonction qui a choqué tous les observateurs. Il flotte. Pas un gadget marketing, pas une blague, mais une vraie fonction de survie, pensée pour des situations extrêmes, inondations, zones isolées, catastrophes naturelles. Ce n'est pas un bateau, c'est une déclaration technologique. Regardez ce que nous savons faire. À l'intérieur, le contraste est saisissant. Ce n'est pas un habitacle, c'est un manoir mobile. Cuir partout, bois véritable, écrans monumentaux, siège adaptatif, maintien actif, fonction de massage complexe. Tout est pensé pour le confort absolu, pas celui d'un conducteur pressé, mais celui d'un chef d'État. Et bien sûr, la question du prix arrive. En Europe, un tel véhicule dépasserait largement les 200 000 €. Face à lui, les références ultimes, classe G très haut de gamme, Range Rover luxueux, SUV sportif extrême, ne font pas le 10e de ce que l'U8 propose. Le verdict est simple, ce n'est pas le SUV le plus rationnel, ni le plus logique, ni celui que tout le monde devrait acheter. Mais c'est probablement le SUV le plus extrême jamais produit, et surtout, c'est un symbole. La Chine ne copie plus, elle expérimente, elle provoque, elle teste les limites. L'Europe reste solide, puissante, légitime, mais elle n'est plus seule. Et la question finale se pose alors, préférer un SUV premium européen, rassurant, maîtrisé, prévisible, ou accepter la rupture, la démesure, l'avance technologique brute, team tradition ou team rupture? Dis-le en commentaire. Et surtout, reste attentif. Ce qui arrive n'est pas une rumeur, ce n'est pas une mode. C'est déjà en marche.